C'est Nicolas qui paye. Voilà le leitmotiv actuellement de la droite qui utilise la figure de Nicolas, un homme relativement jeune mais installé dans la vie active qui serait la vache à lait de tout le système français. Nicolas serait celui qui paye pour tous ceux qui ne payent pas et c'est rabâché et rabâché et rabâché par des droitards actuellement. Derrière cette figure de Nicolas, il y a des vrais enjeux politiques et sociaux que nous, personnes de gauche, allons lire d'une manière totalement différente des droitards, et notamment la situation de toutes les professions intermédiaires, cadres, qui effectivement, en ce moment, s'appauvrissent. On va essayer de comprendre pourquoi Nicolas est un gros chouineur qui ne veut pas payer. Est-ce que c'est vraiment que les Nicolas qui ont des problèmes dans leur vie? Comment ça se fait que ces franges de la population s'appauvrissent? Qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, personnes de gauche, comme perspective politique? Est-ce que Nicolas, plutôt qu'être un gros chouineur qui ne veut pas cotiser à la sécurité sociale, peut devenir un révolutionnaire? Ça va être notre question. Et pour ça, je vais le faire avec mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu as envie d'entendre Nicolas faire ouin ouin? Eh ben, j'adore les gens qui font ouin ouin. Et surtout les gens qui font ouin ouin alors qu'en fait, ils n'ont aucune raison de le faire. Nicolas me fait penser à ça. C'est le. Tu sais, comme on dit aux enfants, tu pleures avant d'avoir mal, quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment l'angoisse des Nicolas. C'est pas une angoisse concrète de problèmes matériels. C'est une angoisse de quelqu'un dont tu ne peux pas dire du mal, mais dont on a déjà parlé, de médecin qui se rend compte que il va devoir choisir entre les vacances à Avoriaz ou les vacances cet été, quoi. Mais qui pourra plus faire les deux dans l'avenir, quoi. Donc c'est vraiment une angoisse de gens qui ont peur d'être déclassés alors qu'ils vivent déjà largement au-dessus des autres, quoi. Enfin, et ça, c'est assez significatif parce que souvent, c'est des angoisses politiques qui trouvent des débouchés. C'est comme, tu sais, le sentiment d'insécurité. Souvent, le sentiment d'insécurité est plus réactionnaire que des gens qui vivent dans une insécurité plus chronique, quoi, qui s'y sont faits, qui ont des stratégies, etc. Là, Nicolas, en fait, le truc, c'est que il voit qu'il va perdre un peu de pouvoir d'achat. Voilà, on va le voir pourquoi. Il veut pas remettre en question trop le système. Et il n'a pas encore les réponses avec son conseiller financier pour pouvoir optimiser. Donc, il est très, très angoissé, quoi. Pauvre Nicolas. Alors, vous allez voir, on va parler de Nicolas en long, en large et en travers. Vous saurez tout sur ce gros chouineur de Nicolas. Nous allons commencer par un petit extrait de Charles de Consigny qui a très bien résumé la situation de Nicolas face à Mélenchon. On va partir de ça. Et vous allez voir ensuite, nous allons nous faire aider de tout un tas de données, de l'INSEE, etc. Pour les aides de la politique, là, on va vraiment parler de chiffres et tout, de trucs concrets. Et on va peut-être même un petit peu faire appel au sein graphique. Donc Chris est la Pétille et je suis la Vestale, je vous rappelle. Donc voilà, écoutez, ça fait un bon programme pour cette petite capsule. Ce gros chouineur de Nicolas, qu'en est-il en réalité? C'est parti. Et oui. Et quand même, premier duo de Zoé avec la dernière mouture du sein graphique. Donc, elle monte en grade dans l'ordre du sein graphique, quoi. Voilà. Totalement, je vais aller faire des sacrifices. Je vais aller Et sacrifier un agneau immédiatement ensuite. j'ai peur de dire ça, l'ordre du sein graphique, parce que j'ai peur que les gens nous demandent plus demain comment on rentre dans l'ordre du sein graphique que comment on adhère à la brèche. Alors, l'ordre du sein graphique est une blague. Il n'y aura pas de messe occulte du sein graphique. Bah, c'est Alors, pas prévu. Chris dit ça uniquement pour que la Mivilude ne nous tombe pas dessus. Voilà, Je vous le dis. exactement. Il y a des gens qui vont mettre en commentaire. C'est ce que j'aurais dit s'il y avait vraiment un ordre du sein graphique. Et donc, on va commencer par regarder Charles Consigny, que j'ai appelé De Consigny tout à l'heure, parce que je sais pas, j'ai eu envie de lui rajouter une particule. C'est peut-être son positionnement politique qui m'a poussé à ça. Je suis désolée, Charles, de t'avoir rajouté une particule alors que tu n'en as pas. La particule lui va très bien. Eh ben, let's go pour l'ami Charles qui va nous expliquer Nicolas. C'est effectivement qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est le connard au bureau quand tu débauches à l'heure, parce que t'es quand même arrivé 1 heure avant lui, et que vu que toi t'es employé, tu dois quand même délivrer des trucs alors que lui il a la machine à café et il branle rien.
Il te dit bon après-midi. Je le connais, lui, Nicolas. Il te dit ça quand tu pars à 17h30, tu vois, parce que tu vas aller chercher tes gosses alors que lui, il a la jeune fille au père, ou il a la nounou, ou il a quelqu'un pour le faire, ou sa femme, tout Sa simplement. meuf, oui, sa meuf. Je sais La pas meuf de pourquoi j'ai Nicolas. pas pensé à ça. Par défaut, je me suis dit que Nicolas partageait les tâches. Il te dit, voilà, bon après-midi. Le premier mot Ouais. qui te vient, c'est celui qu'il faut pas sortir en général. Très fréquent chez les médecins, ça aussi, tu vois, de rappeler que, tu sais, on fait partie, enfin, chez les médecins généralistes libéraux, hein, comme moi. C'est vrai que les journées, en général, enfin, tu vois, c'est compliqué de finir tôt, quoi, pour plein de raisons, et notamment parce que les gens, bah, quand ils récupèrent leur môme malade à l'école, en général, bah, c'est passé 17h, quoi. Ou que, voilà, ils travaillent, ils peuvent pas aller chez le médecin avant. Mais tu vois, il y a vraiment un truc où moi, j'ai envie de dire: «Mais attendez les gars, un vrai progrès de société, ça serait qu'on ait formé suffisamment de médecins pour pouvoir se partager le travail et qu'on finisse tard que, je sais pas, 1 jour sur 7 et que le reste du temps, on finisse à des heures normales, et on puisse, profiter, d'un moment de la journée avec, je sais pas, à faire, des loisirs, à jouer de la musique, à aller voir nos potes, à s'occuper de notre famille, enfin, je sais pas, à faire autre chose que bosser, quoi». Mais bon, Exactement. c'est la mentale de droitard, ça, où il faut se raconter toute la journée que non, il faut se tuer au taf et je sais pas quoi, et c'est vraiment trop, trop super, de bosser 50 heures semaine. Non, moi, je trouve pas ça super. J'ai hâte qu'on soit suffisamment de médecins pour qu'on puisse tous bosser 32 heures. Ça sera très bien, tout en permettant aux gens d'avoir accès aux soins 24 heures sur 24, donc de se relayer, donc d'être beaucoup plus nombreux. Et deuxième chose sur ce truc-là, c'est que moi, les gars qui comparent leur temps de travail de cadre, ouais, moi, je commence à 7 heures, je finis à 20 heures, nanana et tout. Sans compter le fait qu'il y a plein de boulots dans lesquels, comme tu l'as dit, hein, enfin, machine à café, et cetera, où tu es pas en travail effectif tout le temps où tu es présent au taf. Enfin, tu vois, un mec qui est maçon, quand tu montes des murs, tu es en taf effectif tout le temps. Quand tu es sur une chaîne, tu vois, avec la machine qui t'impose un rythme et tout, tu es en taf effectif tout le temps. Tu peux pas checker ton téléphone, tu peux pas appeler la nounou de tes gosses pour donner des consignes sur quelle purée doit bouffer le petit dernier. Tu vois, tu peux pas faire ça en fait. T'as pas ce temps. Quand tu es Mm. dans des boulots de cadre, etc., tu as beaucoup plus de liberté d'organisation de ton temps. Alors ça dépend des entreprises, etc., mais globalement, c'est quand même le cas. Et t'es pas en taf effectif permanent, tu as une forme de souplesse. Moi aussi, hein, tu vois, dans mon taf, j'ai quand même une forme de souplesse sur la manière dont j'organise mes consultations, quel temps je prends, pourquoi. Je vais pisser quand j'ai envie. Quand je bossais dans un centre d'appel, il fallait que j'appuie sur un bouton et que la chef du plateau me donne une heure à laquelle j'avais le droit de pisser. Donc à 11h14, j'avais le droit d'aller pisser. Et il fallait que je fasse ma demande 20 minutes avant et tout. Enfin voilà, ça n'a rien à voir en fait comme mode d'organisation du Ah travail. bah oui, oui, bah, tu sais que moi, pour avoir fait les deux, alors déjà, l'organisation même de l'autonomie du travail fait partie du statut cadre, hein. Mm, Quand on est cadre, on est autonome, on est mm, mm, déjà plus payé à l'heure, mais au jour. Et mm. le jour est organisé comme on veut, hein. Quand vous êtes cadre, vous pouvez faire 2 heures de travail, aller à la plage l'après-midi. Votre supérieur hiérarchique et votre entreprise n'a pas légalement le droit de vous le reprocher. Et c'est un mode, effectivement, qui est extrêmement... Alors, on va en parler après dans la crise, justement, parce que vous allez voir comment ce mode a été détourné, mais qui était un mode d'autonomie qui faisait son attrait, en plus du salaire, en plus des avantages, voilà. Mais sur la ligne, moi, pour avoir, quand j'ai fait des évolutions sociales, moi, je venais de la ligne de production, mais c'est un truc, quand vous savez travailler 8 heures sur une ligne de production, il y a un truc de base, c'est que le rythme, c'est pas vous qui le guidez. C'est la ligne qui le guide. Quand elle déconne, faut que vous soyez là. Quand ça déborde, il faut que vous écopiez. Même si c'est le moment où vous avez envie de pisser, même si c'est 11h30 alors que vous avez embauché à 5h, parce que quand on fait 5-13, 11h30, je le dis, c'est la pire heure. C'est vraiment, tu te dis, il reste encore 1h30, je sais pas si ça va être possible. Et ça, vous n'avez pas votre rythme. Il faut demander à votre chef d'équipe pour pouvoir aller pisser. Le café, c'est à la pause. Alors déjà, peut-être parfois vous savez à quelle heure allait votre pause, mais souvent c'est en fonction des aléas de la ligne de production, et vous avez que 20 minutes. Sur la ligne, vous n'avez pas le droit à votre téléphone. La majorité des entreprises l'interdisent pour des raisons et de sécurité, et de productivité, etc. Donc ça veut dire que les gens, ils se coupent pendant 8 heures de leur téléphone, de leur WhatsApp, de leur Twitter, s'ils en ont, enfin de leurs réseaux sociaux. Et en 20 minutes, il faut qu'ils se déshabillent, prennent un caf, pissent, regardent leurs notifs parce qu'ils ont quand même une vie sociale, se rhabiller, remonter à la ligne, etc. Aucun cadre ne survit à ça. Moi, je vous dis, hein, quand on vient de la ligne comme moi et qu'on est cadre, ça se passe très bien le passage de l'un à l'autre. Je demande à un cadre de faire 1 an de ligne de production. On va rigoler pour voir si Nicolas regrettera pas de finir à 19h, tu vois. Oui, Mm, puis après, on pourrait rajouter ça. Putain, j'ai souvenir d'un TikTok d'un mec, tu sais, en mood entrepreneur et tout, qui dit ouais,
Moi, j'arrivais à la boîte à 5 heures du matin, je repartais à minuit. J'ai été salarié pendant 1 an et demi. J'arrivais tous les matins, j'étais le premier. Il y avait 4000 personnes dans la boîte, j'étais le premier. J'arrivais à 4h, 4h30 et je partais le soir à minuit. Le seul qui faisait en gros ça, mais c'était le patron et tout le monde me disait « Ah mais je sais, t'es pas le patron, etc. » J'ai dit « C'est une question de mindset. » Enfin, déjà, j'ai envie de dire, mais du coup, gars, reste dormir sur place, tu vois. Enfin, si c'est pour faire ça. Mais surtout, j'ai envie de dire, mais c'est quel niveau d'inefficacité, mec, en fait? Pour que Ah tu aies oui, besoin d'être au taf de 5 heures du mat à minuit, mais tu branles rien, en fait. Enfin, c'est ça, ou alors... t'es là à brasser de l'air, à dire que t'es là pour dire que t'es là pour être bien vu de ton patron. Voilà, alors je suis alerte désolée, pour mais dire que il y a t'as besoin rien de de. quelqu'un en plus, tu vois ce que je veux dire, mais Oui, ne voilà, ne fais enfin. pas genre t'es un héros du travail parce que tu finis Oui, à minuit, quoi. Soit c'est ça, t'alertes quoi. ton supérieur en disant bah là il y a trop de charges, il me faut quelqu'un en plus ou il me faut m'enlever de la charge. Soit tu te rends plus efficace, mais arrête de faire croire qu'il y a des métiers normaux qui nécessitent ça, tu vois, c'est n'importe Oui, ça, c'est catastrophique, quoi. évidemment. Mais c'est des gens aussi, justement, leur métier est tellement... Tu vois, un éboueur, il a pas besoin de prouver à quoi il sert. Comme souvent, c'est des tafs, tu te dis... Mais en fait, tu fais quoi comme métier? Bah, c'est compliqué, en fait. Je suis à cheval entre tel service et tel service. Tu vois. Tu sais, c'est les gens, quand ils vivent des mails, plus leur titre en bas, il est voilà, responsable de la cellule d'exploitation, de la logistique inter-site. Là, vous pouvez vous dire, oula, ce gars-là, il y a de fortes chances qu'il en fout pas une, quoi. Il a un nom trop long. Tu vois. Éboueur ou plombier, personne dit, ça veut dire quoi, plombier, Zoé? Concrètement, quand tu arrives le Concrètement, matin, tu fais j'arrive quoi? pas, voilà, j'arrive pas à me représenter, tu vois. Non, après, c'est vrai Bref, que t'as des tâches quand t'es pas spécialisé dedans, c'est difficile de comprendre à oui. quoi sert le gars et qui pour autant sont de vraies tâches, hein. Non, mais en fait, c'est ce qu'on disait dans les capsules avec Ventos, c'est que tous ces métiers-là sont des métiers de coordination, etc. Parce Mm. que le capitalisme, entre sa volonté d'efficacité, de profit et son manque de, comment dire, d'optimisation des coûts, enfin, il n'optimise pas les coûts au niveau où il devrait, c'est-à-dire il n'investit pas assez, il surintensifie la force de travail par rapport justement à la technique, à l'organisation collective. C'est pour ça que le communisme est un mode de production plus efficient. Et ben il est coincé entre justement mettre des coordinateurs qui vont gratter du papier, gratter des fichiers Excel, etc. Donc ces gens-là ne sont pas inutiles. À la fin, ils remplacent des tâches. Je vous promets, hein, quand les capitalistes, les DRH, les managers se rendent compte que quelqu'un est inutile, il fait pas longtemps. Donc à la fin, c'est des gens qui sont utiles parce que coincés entre toutes les strates, bah il y a un chef, un grand chef, un DG, un PDG qui va dire Eh machin, on en est où sur tel truc? Et comme c'est lui qui va lui donner la réponse, bah il apparaît comme utile pour les Ça. tenants du capitalisme, quoi. Alors Nicolas, est-ce qu'il est utile lui? Effectivement, celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus. Alors, t'as vu, ça c'est intéressant. Juste je lui dis parce que on l'a dit, mais on va résumer en une phrase. Il reste plus longtemps au bureau. Ça ne veut pas dire qu'il travaille plus que les autres. Spoiler alerte, Charles, l'équipe sur la ligne qui enchaîne de la production de séries, travaille plus que Nicolas. Mais même pas dans sa journée de 8 heures. Au bout de 4-5 heures, je pense qu'il a déjà travaillé plus que Nicolas sur la semaine, quoi. Donc, il reste Alors plus moi, longtemps au bureau. Ça, je suis d'accord, par contre. Et puis j'ai une grosse hot take moi là-dessus, c'est que parfois c'est plus cool de rester au bureau, un peu peinard, à chiller et tout, que de rentrer à 18 h à l'heure où tes mômes de 2, 4 et 6 ans sont super relous. Parce Voilà. que c'est l'heure où les gamins sont relous, ils ont la journée d'école dans les pattes, ils sont fatigués, faut les laver, faut faire à manger, faut les faire manger, faut les coucher, etc., etc. C'est un moment qui est un moment de logistique fatigant. Et moi, je pense qu'il y a plein de Nicolas qui font bien exprès de rester bien tard, comme ça leur meuf se tape ça tout seul. Et eux, ils arrivent en disant Oh là là, je suis épuisée, je suis rentrée à 20h30, c'est bon chérie, les petits sont couchés. Je vais aller leur faire un bisou sur le front, puis je vais me détendre, hein, parce que j'ai eu une journée très difficile. L'autre, elle est là, tu sais, c'est tout Alors, tapé. Tu fais OK. science dure de notre docteur Zoé, alors là qui fait de la docteur en sociologie, là du coup, à l'instant. Je témoigne, empiriquement je le vois, à 18h au bureau, les gens qui traînent, c'est soit des gens sans enfants, donc hommes ou femmes, des jeunes quoi, soit des hommes, tout simplement, de toute tranche d'âge, donc qui ont des enfants ou pas, voilà, soit des femmes dont les enfants sont devenus autonomes. Mais la catégorie femmes avec des jeunes enfants, elle est plus au bureau. Il y en a aucune. Non. Voilà, donc Non. c'est tout à fait précis, c'est exactement ça. Oui, parce qu'ils passent leur temps à parler de Nicolas, mais on parle jamais de Caroline, hein, si je peux me permettre. Mais bon, bref. Exactement. Ah, la pauvre Caro. J'espère qu'ils vont en parler, les droitards. Non, évidemment que non. Pas Qui mal, pas mal, refuse, votre qui truc, là. refuse Je la le referai, système, celle-là.
qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe... Un petit mot sur le système Si soviétique. seulement, si seulement, Zoé. Charles. Si seulement, Charles, si tu savais comme je serais heureuse si c'était le cas. Mais non, on ne peut pas tout à fait dire que le projet de Mélenchon soit soviétique, Charles. Tu n'es pas prêt pour ce que nous, on a proposé, je C'est ça. crois. Si Mélenchon, c'est Staline en 24, Charles, il te reste déjà plus beaucoup de cheveux sur la tête. Là, ça va être Après. très dur. Non, il dit pas le physique, mais bon, avec Calvici, ça passe. beaucoup, c'est que celui qui est vraiment... Alors, peut-être un public de droitard sur les GG, je sais pas, Zoé, ce que t'en penses. Oui, léger, léger. Bah, un public qui passe son temps à dire qu'il taffe, mais qui a le temps d'écouter la radio en plein milieu d'après-midi. Hein. Et qui pose son après-midi, tu sais, pour aller à la spéciale 20 ans des GG. Tu vois. C'est ça, on le connaît, hein. Celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais. 500 millions d'euros à payer des mecs pour la filière musicale. Littéralement, c'est les enfants de Charles Consigny qui vont au conservatoire. T'es en train de vouloir abolir les activités de tes enfants et des enfants de tes potes, Charles. Donc, je sais pas ce que tu racontes. Charles, 500 millions d'euros à l'échelle, je sais pas, mais si on se place à l'échelle du budget du pays, c'est vraiment que dalle. Hein. Ça fait un 3 millième du pays. Oui, quoi. c'est ça. Donc, c'est n'importe quoi. Tu vois, moi, j'ai des idées de beaucoup plus grosses sommes. La fraude fiscale, Charles, c'est 80 à 100 milliards. Hein. Je sais pas, c'est 200 fois plus, quoi. Mais bon, pas grave. Non, mais on demandera à Charles Consigny, qui a des grandes idées en économie, ce qu'est l'équivalent par rapport à son salaire à lui de 1/3 millième. Ça doit être justement d'aller s'acheter l'Express, quoi. Est-ce que quand il va s'acheter l'Express au buraliste, est-ce qu'il trouve qu'il a trop d'argent? Il se dit, quand même, je pourrais couper cette dépense parce que quand même, j'ai vraiment trop d'argent. Parce que j'achète l'Express toutes les semaines. Quoi. Non, moi je pense que Charles là-dessus, il sera d'accord pour se dire qu'il peut pas se passer de l'Express. Sa vie est trop dure pour l'Express. Non, mais c'est surtout. Nicolas lit l'Express, on est d'accord. Il faudra qu'on fasse quand même un explicatif de Charles, Nicolas. il parle de Nicolas, mais jamais il nous parle de Jean-Henri de je sais pas quoi qui fait de l'évasion fiscale et qui nous coûte extrêmement cher du coup. Sans que répondez-vous à Moi, ce que Nicolas? je vous dis, c'est que celui qui s'est appauvri en France, ça n'est pas l'État, Excusez-moi. c'est Nicolas. Nous Et allons Nicolas, il va envoyer. finir C'est le français effectivement moyen, par c'est le cadre. s'énerver. Alors, Donc celui qui s'appauvrit en France, c'est Nicolas, et Nicolas, il va finir par s'énerver. Alors la figure de Nicolas, les gars, c'est vraiment une figure profondément raciste. Hein. Dans votre réact à Mélenchon, vous en parlez parce que c'est une opposition aussi de choisir un prénom bien franco-français pour se donner l'illusion qu'il y aurait qu'une partie de la population blanche, masculine et on va dire assez diplômée, etc., cadre, qui contribue au fonctionnement du pays. Bon, alors là, on va vous sortir plein de données sur les cadres et tout. On va vraiment pouvoir parler de cette classe sociale-là. Mais moi, vraiment, ça me gave ce truc de contribuer au pays, faire tourner le pays et tout, parce que Nicolas, s'il n'y a pas des mecs qui se crèvent le cul, qui bossent dans le BTP pour goudronner des routes, il ne peut pas aller au taf. Nicolas, s'il n'y a pas des gars qui fabriquent des voitures dans des usines, etc., il ne peut pas aller au taf. Nicolas, s'il n'y a pas sa meuf qui fait le travail domestique sur qui il se décharge et tout, il ne peut pas aller taffer. Nicolas, bref, cette espèce d'idée des droitards, là, toujours de penser qu'en fait, les gens font de la réalisation individuelle, c'est eux qui, par leur travail, créent les trucs, etc., sans jamais comprendre que tout est une affaire de collectif et que nous sommes tous assistés les uns des autres et que c'est très bien. Les seules personnes qui ne sont pas assistées et que je connais, moi, c'est des gars dans ma campagne qui vivent vraiment en ermite, au fond du trou du cul d'endroits, mais vous n'avez même pas idée que ça existe, d'accord, qui vivent avec de la terre battue par terre, qui parlent en patois et qui chassent pour vivre, sont quasiment totalement autonomes, surtout parce qu'ils n'ont pas l'eau courante, parce que machin, parce que truc. Eux, tu vois, moi, je veux bien qu'on dise qu'ils ne sont pas assistés. Ça, c'est vrai, tu vois. Ils vivent vraiment en quasi-autarcie et encore, de temps en temps, parfois, ils ont besoin d'un peu de gens, genre... Alors, autant vous dire que quand ils appellent le médecin, ces gars-là, c'est que vraiment, ça va pas bien. Mais bon, voilà. Ce type de gens-là, qui sont rarissimes, mais qui existent notamment dans les zones rurales encore, moi, je veux bien qu'on dise que ce mec-là, il s'est fait tout seul et je sais pas quoi et machin. C'est vrai, tu vois, d'accord. Nicolas dépend du travail de milliers d'autres personnes pour pouvoir lui-même travailler. Et de travail rémunéré ou non rémunéré, d'accord. Donc, il va falloir que Nicolas arrête de faire ouin-ouin.
Ouais, C'est ouais, ça. de l'activité Mais générale ça, de la c'est typiquement le fétichisme de la marchandise. On parle souvent du fétichisme de la marchandise, de montrer comment cette fausse conscience qu'est le fétichisme de la marchandise, produite justement par le fait de ne pas voir les rapports sociaux qui sont incarnés dans le fétiche, quoi, dans l'objet marchandise, un double rapport. C'est la marchandise serait autonome, c'est-à-dire serait un fétiche là qui justement masquerait les... Voilà. Mais aussi nous-mêmes, on serait autonome. Nous-mêmes, on serait une forme aussi de marchandise autonome, c'est-à-dire de ne pas voir qu'on ait une compréhension individuelle d'un rapport plus global. Non, comme si on était a priori quelque chose d'individuel, une marchandise quelque chose d'autonome. Et ben, ce double fétiche, il est très libéral, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas les rapports sociaux d'exploitation, de conflit qu'il y a derrière la production du fétiche marchandise, et il ne comprend pas aussi que l'individu n'existe que parce qu'il est inséré dans des sujets collectifs et dans des rapports sociaux collectifs. Donc, on va regarder si ce gros chouineur de Nicolas a raison de chouiner. Là, Chris, tu nous as sorti un magnifique graphe. Tu vas pouvoir nous expliquer d'où tu l'as sorti, qui parle des salaires mensuels nets moyens en équivalent temps plein, selon la catégorie socio-professionnelle et le genre. Oui, je me permets de dire genre à la place. Voilà. Je me permets cette liberté. Donc, vas-y, Chris, explique-nous un petit peu ce graphe et surtout ce que ça signifie. Nicolas a-t-il raison de chouiner? Alors, donc il y a deux échelles, c'est pas toujours simple, mais on va vous expliquer. Ici, c'est les niveaux de salaire en euros 2021 pour le genre, homme ou femme. Voilà, donc ici, c'est que pour le genre homme ou femme, ou ensemble. Et ici, ça va être le salaire pour les catégories socio-professionnelles. Et donc, vous avez l'évolution entre 1996 et 2021 en euros 2021, c'est-à-dire lissé de l'inflation monétaire. Voilà. Donc, quand vous voyez, par exemple, on va prendre un exemple, bon, imaginons que vous êtes une femme. Est-ce que tu te genres femme, Zoé? Oui, chef. Oui, je me Voilà. genre femme. Oui, oui. Voilà. Et ben, en 1996, le salaire moyen des femmes était de 1804 € d'aujourd'hui. Oui, donc en prenant en compte l'inflation monétaire, pas l'inflation des prix Voilà, de consommation, l'inflation mais l'inflation monétaire. monétaire. Voilà, c'est comme si on vous donnait 1800 € d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Et la question, c'est si on vous donnait que 1800 € d'aujourd'hui, quel pouvoir d'achat vous avez? Voilà. Ça, c'est un autre truc parce que tu as l'inflation des prix, de l'immobilier, etc., comme tu viens de dire. Voilà. Aujourd'hui, donc ça, c'était en 1996, vous aviez l'équivalent de 1800 € d'aujourd'hui. Et maintenant, le salaire moyen des femmes, vous avez 2242. Donc, il y a eu 400 € de plus. Voilà. Et la vraie question, c'est est-ce que ces 400 € pourviennent aux besoins? C'est-à-dire, font en sorte de reproduire votre force de travail sociale, avec tout ce que ça inclut de niveau de développement, des forces productives aujourd'hui, l'attente au niveau matériel, loisirs, etc. Voilà. Ok. Donc ça, voilà. Et Ok, côté homme, du coup, donc en 96, le salaire moyen était à 2003. 2003 pour 1800, donc l'écart, il était énorme. Maintenant, il s'est D'accord. réduit, et maintenant, il est à 2600 par rapport à 2242. Donc, il y a... Donc, les hommes ont augmenté moins vite que les femmes. L'écart entre les hommes et les femmes se réduit. Mais là, C'est ça. actuellement, le salaire moyen des femmes aujourd'hui reste inférieur au salaire moyen des hommes de 1996. De 20% à peu près. Ouais. Voilà. Ok, Mais ok. on va voir pourquoi il se réduit, ça va être significatif. Voilà. Et donc, au milieu de tout ça, après, on a donc le détail en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc les cadres ici, c'est là que vous allez voir l'échelle de leur salaire. Donc ici, nos cadres en 1996, alors hop, ils avaient l'équivalent de, on va pas, parce que comme les points se superposent, c'est pas facile, 4131 € de Pas mal. 2021. Là, ils devaient bien vivre. Hein. Là, ils vivaient bien. Pas mal. Ça, on est d'accord. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, ils ont 4300. Donc ils ont eu 5% d'augmentation de l'inflation. Effectivement, là, on peut dire le pouvoir d'achat des cadres s'est bien réduit. On voit qu'il y a eu un moment d'augmentation très forte, début des années 2000. Là. Alors là, c'est C'était vraiment... la folie des cadres, quoi. Alors, je vais te l'expliquer. Hein. Là, c'est vraiment la tech, tout le boom de la tech qui a créé tout un tas d'emplois, de cadres sub, de chefs de projet, de transformation, digitalisation, etc. Toute cette bulle-là qui a explosé en 2007-2008. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu une crise financière à ce moment-là. Donc, les Grecs s'en souviennent encore. Voilà, exactement. Donc là, ça a un peu explosé. Et donc, tous ces métiers un peu de support ont été drastiquement réduits. Hein, et donc, ça a été un peu moins le gavage. Ça s'est rééquilibré ensuite un petit peu. Et là, ça a baissé donc, au Covid. Donc, tu sais, on a eu ce qu'on appelait la vague de la grande désertion.
souvent des cadres, des supports, des gens qui ont remis en cause le sens de leur métier pendant le Covid, parce que... Ils sont mis à faire du pain maison chez eux pendant le Voilà, confinement. Ils se sont exactement. dit, chérie, est-ce qu'on n'achèterait pas une longère en Sologne? Voilà. Et du coup, comme ça, je peux relire Zola, mais bon. Mais donc ça, ils sont beaucoup partis, ce qui a créé en fait un manque dans les forces productives. Donc il y a eu un espèce de dumping, il n'y avait plus assez de cadres sur le marché, donc les salaires ont réaugmenté pour les nécessités des boîtes qui n'arrivaient pas à recruter, quoi. Mais, Et là, boum, ça te recasse la gueule. mais là, les gens, Pour tout le monde, hein. ça se rééquilibre parce qu'en fait, ce dumping était un effet d'aubaine. Et là, en fait, on se rend compte que la crise réelle, celle dont on a parlé dans des capsules, notamment capsule fin d'année dernière avec Padu, là, de ralentissement économique, de décroissance de chômage, là, ça retombe pour tout le monde. Donc là, ça s'arrête en 2021, mais en fait, ça va continuer, les courbes Ça continuent. continue de baisser. C'est ça. Ok. Donc les cadres, si je résume, un niveau de salaire nettement plus haut que la moyenne et notamment que les ouvriers et les employés, qui sont montés très fort dans les années 2000 et qui, au cours des différentes crises, de la crise de 2008 et puis des crises actuelles, sont, alors pas en diminution complète, mais en tout cas ont un pouvoir d'achat qui augmente très peu, voire même qui augmente quasiment pas si on prend en compte l'inflation des biens de consommation, c'est-à-dire le fait que par rapport à 96, l'immobilier est beaucoup plus cher, le carburant est beaucoup plus cher, qu'on a des dépenses qu'on a aujourd'hui qu'on n'a pas avant, les smartphones, l'abonnement Internet, etc. etc. quoi. Exactement. Ok. Voilà. Du coup, mon Chris, ça veut dire que les ouvriers et les employés se gavent, j'imagine, sur le dos de Nicolas. C'est bien Ah, mais ça? bien sûr, ils se gavent, nos ouvriers ou nos employés. Ben, en fait, pas tout à fait. Parce que comme Ah bon? Quelle surprise! Parce que eux, du coup, ils avaient 1 600 € de 2021 à l'époque pour reproduire leur force de travail. Et aujourd'hui, ils en ont 200 de plus. Pour être honnête, ils ont gagné 10% en termes d'euros. Sauf que quand vous avez que 200 balles de plus par rapport à l'inflation, comme tu dis, des prix, etc., quand vous partez de 1006 à 1008, vous arrivez juste à payer le gaz et encore pas tout l'hiver. Alors que ici, en fait, quand vous passez de 4131 à 4300, effectivement, vous en mettez un petit peu moins sur l'assurance vie que ce que vous auriez cru. Mais en fait, votre arbitrage, il se fait entre les vacances d'hiver et les vacances d'été. Il se fait pas entre chauffer ou pas, crever de chaud pendant la canicule en ce moment ou crever de froid quand il fait froid l'hiver. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes arbitrages. Donc non, Zoé, je ne pense pas que les mecs se gavent et que Nicolas ait encore une situation moins enviable que nos amis ouvriers employés. Pour ça, je me fixe sur les chiffres de l'INSEE. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose pour Nicolas, qui est sûrement à l'heure actuelle en train de suer sang et eau dans son... Ah ben non, son bureau est climatisé et il peut aller Non, mais là, il fait une grosse colère. Là, il se roule par terre. Hein. Il est vraiment pas content de ce que tu es en train de dire. Il fait ouin, 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 comme ça. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est les hommes et les femmes. Ça se réduit. Hein. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'un truc qui se réduit pas tant que ça, c'est l'écart cadre ouvrier-employé. Ouais. Hein. Ça, c'est, en fait, on est quand même sur les mêmes échelles de salaire. Voilà. Ouais. Donc en fait, non, Nicolas, les gens ne se gavent pas sur ton dos, sauf les actionnaires de ton entreprise. Mais eux, tu les adores. Oui, Et ce qui se réduit, c'est vraiment hommes et femmes. Et on va voir que derrière tout ça, ce n'est pas hasardeux d'avoir ce détail. Les cadres, de plus en plus, de femmes. La part des cadres, alors on va remonter en 1982, la part des cadres et des professions intellectuelles dans l'emploi. Donc vous allez voir que déjà la catégorie cadre est une catégorie qui s'étend énormément. Donc il y a beaucoup plus de cadres qu'avant en pourcentage de la population active. Ça, c'est le premier truc qu'on voit donc très nettement sur le graphique. Alors on va reprendre 96, parce que c'était l'échelle de tout à l'heure. Premier truc, mon cher Nicolas, ce prénom, voilà. Il y a des Nicolas très sympas. Voilà, sauf ceux qui ont des bracelets électronique. Voilà, notre bon Nicolas. Voilà. Donc déjà, en 96, parce que Nicolas va comparer son salaire, parce qu'on est parti du point de vue de Nicolas, hein, les salaires. Voilà. En 96, ils étaient 12,5% nos amis cadres. Voilà. Alors en 82, ils sont 7,8%. Et de mémoire, dans les années 60, ils étaient 3%. T'imagines, voilà. Et puis là, aujourd'hui, donc en 2019, et maintenant ils sont passés au-dessus de 20. Donc déjà, on va dire un truc à notre ami Consigny. Aujourd'hui, il y a à peu près de 50% de plus de cadres, plus de 50% de plus de cadres qu'à l'époque. Donc soit les Nicolas d'aujourd'hui sont aussi importants qu'en 1996, et donc, comme ils ont autant de pouvoir de cadre, de décision sur l'appareil productif, d'encadrement,
Les Nicolas sont aussi importants qu'en 1996, malgré le fait qu'ils ont augmenté de plus de 50% de leurs effectifs. Voilà. Donc ça voudrait dire que le pouvoir sur l'appareil de production est plus démocratique car partagé par plus de gens cadres. Donc, réponse A, on a démocratisé l'appareil de production, Zoé. Voilà. Soit le Nicolas de 1996 avait plus de pouvoir que le Nicolas de 2019-2021 qui est devenu un espèce de kidam gratte-papier exécutant de la bourgeoisie possédante de ses moyens de production. Donc réponse A, on a démocratisé l'appareil de production. Réponse B, les Nicolas d'aujourd'hui sont des types qui remplissent des cases Excel et qui ont aucun pouvoir et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de leur réduire leur salaire. Voilà, je te laisse. Je vais peut-être rendre Charles très malheureux, mais il me semble que c'est la réponse B, mon Christ. Bah voilà. Donc, première explication. Effectivement, le cadre d'aujourd'hui ne représente plus du tout, encore moins que dans les années 60 et 80, mais encore moins qu'en 96. Il y a énormément de cadres qui n'encadrent plus personne, qui n'ont plus de pouvoir décisionnaire, qui sont dans des strates, dans des couches intermédiaires, etc. Et ce qui fait que ces cadres-là sont rabaissés en termes de niveau d'exécution et rabaissés en termes de niveau de salaire qui va avec. Voilà. Petit parallèle, les cadres sont, vous voyez, de plus en plus féminins. Et on sait que les salaires des femmes sont moins en moins payés. Alors là, je vais te laisser la passe D, Zoé, parce que tu as sûrement des choses à dire là-dessus, mais on sait aussi que être une femme cadre, ça n'empêche pas d'avoir des enfants, de devoir les garder, comme on a dit tout à l'heure, plus rapidement, tard le soir, etc. Donc, le salaire des femmes est inférieur, et comme l'écart dans la catégorie cadre se réduit, de fait, ça fait baisser la courbe qu'on a vue précédemment des salaires. Voilà. Il y a de multiples trucs qui expliquent ça. Bon, tu as déjà bien expliqué, je vais aller vite, mais en gros, effectivement, il y a des écarts de rémunération. Alors ça se voit encore plus dans les professions libérales, ces trucs-là, parce que les professions libérales, tu vois, tu as plein de professions type médecin, hein, par exemple, où tu es payé à l'acte. Donc plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent, plus tu travailles vite, plus tu fais du volume et tout ça. Il y a un écart de rémunération entre les femmes médecins généralistes et les hommes médecins généralistes qui est énorme, hein, qui est de l'ordre de 20 à 25% pour le même travail, parce que les femmes médecins généralistes, même si elles ont eu accès à un très haut statut social, etc., très haut niveau d'études et tout, en fait, elles restent dans les injonctions de la société patriarcale, celles sur qui repose le plus le travail domestique et particulièrement les tâches liées aux enfants. Et donc, les femmes médecins, elles vont avoir tendance à s'organiser avec leurs collègues pour pouvoir finir plus tôt, pour pouvoir prendre leur mercredi, etc. Ce que les hommes médecins vont moins faire, bien que dans les jeunes générations, ça commence un peu à bouger. Souvent, les femmes médecins, enfin l'immense majorité des médecins sont eux-mêmes mariés à des professions intellectuelles supérieures, cadres, etc. Et du coup, ça explique ces écarts salariaux qui persistent. Et puis, il y a plein d'autres trucs qu'on peut expliquer. Le fait qu'il y a plein de manières dont on élève les femmes et tout qui font qu'elles vont avoir moins tendance à se sentir légitimes, à aller demander une augmentation de salaire, etc. Ça, c'est un truc qui existe aussi dans les professions cadres, intellectuelles supérieures et tout. C'est des trucs qu'on voit beaucoup moins. Voilà, en général, quand vous êtes hôte de caisse en grande distribution, tous les hôtes de caisse sont payés pareil. Il y a des petits barèmes d'inflation, etc. Mais c'est beaucoup moins de la négociation directe avec ton supérieur pour négocier tes revenus, ce qui peut plus être le cas de cadres, notamment en entreprise. Puis il y a plein d'autres trucs. Voilà, moi, je discutais avec une grosse cadre commerciale il n'y a pas très longtemps dans une grosse entreprise de textile qui m'expliquait que dans son équipe de commerciaux, en fait, les mecs sont vachement plus enclins à demander les missions où ils vont aller en déplacement à l'autre bout de la planète pendant 10 jours, etc., etc. Alors que les femmes, particulièrement celles qui ont des enfants en bas âge, comme tu l'as dit juste avant, vont essayer au maximum de ne pas partir en déplacement pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et le fait qu'il y ait des déplacements et tout, ça fait qu'ils touchent plus de primes, ça fait que machin, ça fait que truc. Et ça fait aussi qu'ils sont peinards pendant 10 jours à boire des coups au bar de l'hôtel le soir après avoir fait du gros boulot pendant que leur meuf est toute seule à la maison pour gérer les enfants parce que tu comprends, papa travaille beaucoup. Ah oui, ça c'est passionnant. Je t'ai mis en plus, ça va appuyer ton discours. Où sont, dans le détail des cadres, parce que c'est un petit peu voilà, quel type de cadre c'est. Voilà. Donc toi, Zoé, t'es là, hein, t'es dans profession libérale, là. Ouais, t'es cet espace-là. En partie, parce que moi j'ai aussi une partie je suis salariée aussi sur une autre Donc partie. ça reste, c'est intéressant pour profession libérale parce que ça reste très proche de l'ensemble. Voilà. Ouais.
Notamment du fait des médecins, hein. 70% de femmes dans les promotions de médecine générale actuellement, hein, C'est dans ça. les promotions qui arrivent, Ah ouais, j'ai pas le à la détail, fin de mais leurs c'est études. c'est des choses qu'on fera pour le projet graphique, hein. Je sais pas si tu veux en dire un mot en tant que présidente de la Brèche, mais c'est des choses qu'on fera justement de pouvoir zoomer justement là-dessus sur le détail dans les professions libérales, Mm, mm. les médecins, les types de... Les Voilà. avocats, profession qui s'est énormément féminisée aussi ces dernières Mm. années. Exactement. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir les types où les femmes sont majoritaires. Donc là, vous voyez, 4 de la fonction publique, elles deviennent majoritaires. Donc dans leur évolution, alors, de fait, la dynamique fait qu'elles vont augmenter. Mm. Professeurs et professions, bon bah ça c'est vraiment historiquement des métiers de l'enseignement qui sont beaucoup plus féminins. Voilà. Mm. Et c'est masqué par le fait qu'on a mis les professions scientifiques, qui sont plus masculins, mais quand même l'ensemble fait... voilà. Profession de l'information, des arts et des spectacles. Alors, c'est assez féminin, mais ça reste masculin. Ça reste un milieu, notamment le journalisme, hein, parce que ça, c'est vraiment l'information, etc. Ça reste un milieu d'hommes. Cadre administratif, commerciaux des entreprises, on est un petit peu plus que l'ensemble. Et vraiment, ce qui fait... Donc, vous voyez, toutes les... Tout est relativement féminisé, sauf les sur ingénieurs cadres. et cadres Voilà. techniques Et d'entreprise. ouais, donc ceux qui, techniquement, gagnent le plus. Parce que ici, vous avez... Alors, les professions libérales gagnent beaucoup, mais c'est très disparate entre une Très infirmière, variable, hein. entre une infirmière libérale et un cabinet Alors, d'avocat. les infirmières libérales, il y en a qui peuvent gagner très, D'accord, très, ok. très, très bien leur vie. Par contre, tu vas chez les avocats, par exemple, tu as des disparités de revenus de zinzin. Mais C'est vraiment, ça. on a tous une représentation de l'avocat très bien payé et tout. Alors, il y a plein d'avocats qui gagnent très bien leur vie. Il y a vraiment beaucoup d'avocats, notamment des jeunes avocats, début de carrière, qui sortent pas du sérail, c'est-à-dire qu'on pas papa qui les a placés dans tel cabinet, etc. Et c'est très très vrai dans les jeunes générations, notamment racisées, hein. Tu sais, il y a de plus en plus de personnes issues de l'immigration, alors 2, 3, 4e génération, hein, soit subsaharienne, soit maghrébine, qui ont accès à des professions de cadre de plus en plus. C'est aussi le cas dans la médecine, etc. Mais en fait, comme tu arrives et que tu n'as pas le réseau, parce que Bah oui. tu es en ascension sociale par rapport à ta famille, c'est ceux qui vont, dans les professions d'avocat, le plus galérer au départ, avec des revenus qui parfois sont nettement en dessous de 2 000 €. Hein. Donc, Et c'est pareil net. pour le monde de l'entreprise, en fait, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, la masse des cadres augmente parce qu'il y en a qui sont de moins en moins cadres, en fait. Ils ont le statut, mais ils ont pas la fiche de poste ou les prérogatives, voilà. Donc, bah, ceux qui ont le moins de réseau, qui ont le moins de pistons, qui sont femmes, qui sont racisées, qui ont déjà des discriminations, on va leur donner aussi les postes de cadres les plus subalternes et donc les salaires les plus subalternes. Donc ça, c'est aussi des effets de discrimination systémique, de genre, de race, qu'on va retrouver. On n'a pas ces statistiques-là parce que sur la race notamment, parce qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de statistiques, mais En fait, on peut en faire un peu, mais c'est très encadré. c'est ça. Donc vous voyez, tout est au-dessus et vraiment ce qui est différent, et là c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, il y a un système éducatif qui, et surtout là depuis les réformes Blanquer, éloigne les femmes des métiers scientifiques, d'ingénierie, des maths et tout, et c'était déjà des métiers très masculins, et là on voit vraiment un écart qui n'a aucun sens. Voilà. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, vous voyez aussi cadre de la fonction publique, professeurs. Donc déjà, ces deux secteurs-là qui sont fonctionnaires, dont on sait que leurs salaires sont très très bas, parce que le point des fonctionnaires a très peu augmenté. Donc là, c'est vraiment ceux qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat, les fonctionnaires. Et ben, c'est ceux où il y a le plus de femmes, comme par hasard. Voilà. Donc, les femmes restent la variable d'ajustement préférée pour subalternariser les cadres et les payer moins cher au global, quoi. Voilà. Donc les femmes sont discriminées là-dessus. Intéressant. Donc ça, Nicolas, il n'en parle pas. Il dit pas, ma collègue Caroline, en plus pour elle, c'est pire, parce qu'elle gagne 300 € de moins que moi. Ou alors, j'ai pas entendu. 300, t'es gentil, hein. 300, t'es gentil. Ouais, Hein. c'est ça. Chez les médecins, c'est 2000, hein. C'est 2000 de moins. Hein. Et pourquoi il y a autant de cadres ? Justement parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi un poste qui est dévoyé. C'est intéressant de payer un cadre pas cher. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les intérêts de ne pas le payer cher, ça vous comprenez, et en même temps, de ne pas avoir la réglementation sur les heures de travail, de devoir le payer en heures sup, de devoir le faire récupérer, etc. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il est au forfait jour, ce qu'on appelle le forfait jour, c'est-à-dire on ne compte pas ses heures et on n'a pas besoin de lui payer les heures sup majorées ou de lui faire des récupérations. Donc le statut cadre est beaucoup moins encadré en termes de inspection du travail, en termes de droit du travail, pour justement le contrôle d'heures, le contrôle de la charge, etc. À une époque
C'était une très grosse charge, il y avait besoin d'une autonomie importante, mais il y avait une rémunération qui allait en face, qui était adéquate. Là, vous avez de plus en plus de cadres qui ont des petits salaires ou des salaires moyens, qui font baisser la moyenne. Hein, voilà. Je rappelle, hein, on n'a pas le détail, mais dans les PDG, etc., la courbe, elle ne s'est pas inversée comme ça, comme on a vu dans le salaire des cadres. Hein, Zoé. Donc, vous avez plein de petits cadres, justement, qui font baisser la moyenne, parce qu'ils sont passés de 12 à 20. Et ces petits cadres-là sont pressurisés des deux côtés, ils n'ont pas le salaire, et en plus ils ont les désavantages d'un forfait jour, de ne pas pouvoir poser des heures, d'avoir une grosse charge de travail, d'être disponible à tout moment, on parle du droit à la déconnexion, etc. Donc on est d'accord que c'est probablement un sujet révolutionnaire, le Nicolas, mais on va dire à notre ami Charles Consigny qu'il va peut-être pas être révolutionnaire dans le sens où il croit lui. Voilà, c'est probablement que à un moment donné, Nicolas il va se rendre compte de qui se gave et qui lui fait faire des PowerPoint à 21h du soir pour de la merde. Moi, je dis ça. Je veux que ça soit les gars avec qui bouffe Charles Consigny. Hein. C'est possible. Alors, nous, on fait des hypothèses. Le graphique va nous répondre dans un instant. Allez. Voilà. Donc, un faible recours au temps partiel sur les cadres. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait très peu chez les cadres parce que voilà, ils sont quand même très disponibles et ils travaillent de plus en plus à domicile. Donc, ça a été aussi un moyen de leur faire baisser leur salaire. Ça a été l'extension du télétravail. C'est pour ça que vous voyez aussi baisser les salaires des cadres plus que les autres. Ça a été aussi un moyen de leur donner un confort un peu en nature. Confort en nature à double tranchant, mon Chris, parce que à moi, double je te tranchant. le dis, le nombre de fois où j'ai des gens qui devraient s'arrêter, tu vois, parce qu'ils sont malades et qui disent non, je vais me mettre en télétravail. Alors, c'est aussi lié au fait d'éviter les jours de carence, etc., bien sûr, ou d'être étiqueté le gars, Quand t'es cadre, il y en a le pas. gars qui a été arrêté. Ouais, mais t'as quand même une baisse de salaire sur les indemnités journalières. Ah oui, on est d'accord. Et t'as quand même une baisse de revenus. Mais tu as aussi le fait de ne pas être étiqueté le gars qui s'est arrêté. Et du coup, moi, je suis désolée, mais en fait, télétravailler, si tu as 40 de fièvre, tu n'es pas en état de bosser. En fait, faut te reposer, quoi. C'est à double tranchant un peu. Ouais, on est d'accord. Donc là, je vous ai remis un petit détail, vous verrez, hein, c'est l'évolution donc, des cadres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les cadres sont toujours en augmentation. On était à 19, hein, donc je vous ai mis le détail là maintenant un peu plus. On est à 21,7 en 2022. Donc, vous voyez, hein, par rapport à 96, je vous disais, où on était à 12 et quelques. Donc, presque 2 fois plus. Tu restes sur ta réponse. Hein. Le travail n'est pas 2 fois plus démocratisé qu'en 96. Ils ont juste 2 fois moins de pouvoir. Quoi. C'est peut-être ça l'enjeu. Ouais, ce qu'on voit qu'il y a beaucoup... Donc, les employés, c'est plutôt stable. Les ouvriers baissent. Les agriculteurs baissent. Ça, c'est lié au système économique, aux transformations du système économique qu'on connaît depuis les dernières décennies. Avec des agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux, des exploitations agricoles qui sont de plus en plus grosses en fait. Hein. Et puis sur les ouvriers, pareil, hein, on a moins d'industrie sur notre sol. Alors il reste des gens qui fabriquent les trucs avec lesquels on mange, on travaille, on se déplace, etc. Mais ces gens sont beaucoup plus souvent dans les pays du Sud global que chez nous ou dans d'autres pays d'ailleurs. C'est aussi quelque chose, là j'ai pas les stats, mais il y a aussi beaucoup d'immigration du Sud global pour devenir cadre. Voilà. Ce qui fait aussi baisser... je reprends mon exemple des médecins, mais énormément de médecins viennent d'Europe de l'Est et beaucoup d'Afrique, Maghreb, beaucoup, et puis Afrique subsaharienne aussi. Beaucoup de médecins tunisiens, algériens, de médecins ivoiriens, de médecins sénégalais qui viennent en France. Travailler, qui en général sont sous des contrats de travail qui sont en général ils travaillent à l'hôpital public, beaucoup. Et en général, ils sont nettement moins payés que leurs homologues français pour de multiples raisons, parce qu'on les fait bosser sous des contrats un peu en disant voilà, ton diplôme ne te permet pas de machin. Et ce sont vraiment, dans la période de désertification médicale qu'on vit, c'est vraiment eux qui font tourner l'hôpital public dans beaucoup d'endroits. Et petit rappel, ce n'est pas le fait de faire venir des gens de l'étranger ou des femmes qui étaient exclues du marché du travail, etc., qui tirent les salaires à la baisse, c'est la tendance de tirer les salaires à la baisse du capitalisme qui fait venir des gens. Ne confondez pas la cause et la conséquence. Justement, je vous le rappelle à Nicolas, c'est parce qu'on a créé de la pénurie, qu'on ne veut pas former, qu'on crée du chômage justement parce que c'est l'armée de réserve du capitalisme, qu'à un moment donné, pour que Nicolas garde son salaire, il faut que quelqu'un vienne du Gabon ou d'Algérie ou du Maroc faire le boulot que les autres Nicolas ne veulent pas faire. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc Nicolas, ton salaire ne baisse pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Ton salaire se maintient parce que on a fait venir quelqu'un d'autre. Donc c'est toi qui en profites, quoi. Voilà. Donc c'est ça le truc. La tendance
de compresser les salaires est une tendance normale du capitalisme. Ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà la lutte des classes, je crois. Je sais pas si Consigny avait ça en tête. Voilà. Juste pour finir, on voit que les cadres sont aussi un espace où il y a moins de jeunes, même s'il y en a de plus en plus. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un moyen, plus vous faites rentrer des gens jeunes, plus vous pouvez leur mettre des salaires le plus bas, quoi. Voilà. Alors ensuite, mon Chris, donc là, on a vu un petit peu la réalité des cadres en France, donc le fait qu'effectivement, les revenus des cadres augmentent moins vite et que ça ne s'explique pas que parce que tout le monde a envie de bully Nicolas, mais Non. parce que il y a un changement de structure et le fait que les cadres soient de plus en plus nombreux, ça fait qu'on peut se permettre de les rendre beaucoup plus exécutants et donc de les payer moins cher, de les pressurer, etc. Qu'il y a une réelle souffrance probablement des Nicolas, mais que c'est probablement pas parce qu'ils payent des cotisations sociales, mais plutôt parce qu'on les fait travailler dans des conditions de merde, qu'on contracte leurs revenus, qu'ils ont en fait très peu la main sur l'appareil de production et sur la manière dont fonctionne notamment leur entreprise. De moins en moins, plus que très peu, c'est ça, c'est de moins en moins, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et donc, en fait, le fait que Nicolas ait envie de faire la révolution, c'est peut-être plus là-dessus que ça va se jouer. Ça voudrait dire que Nicolas, c'est ça notre conclusion, Zoé, on va en arriver à cette conclusion communiste. Ça voudrait dire que Nicolas n'a pas ce problème-là à cause des feignants, des assistés pour qui il paye, mais à cause de l'exploitation de classe qui s'attaque à lui maintenant alors qu'elle s'était attaquée aux employés, aux ouvriers. Tu es en train de dire que Nicolas, ces problèmes-là viennent du capitalisme, de la lutte des classes dans lequel il est inséré. Non, mais là, Exactement. On va rappeler que Nicolas est du côté du prolétariat là, dans ce dont on parle. Du salariat généralisé, comme on dit nous. Exactement. Il faut rappeler que c'est pour ça que nous, on ne parle pas de... Enfin, souvent, on simplifie la classe sociale en parlant du revenu. Le revenu, ça compte, bien sûr. Le revenu, ça compte aussi parce que quand vous avez beaucoup de revenus, vous allez acheter des apparts pour faire de la propriété privée lucrative du logement. Vous allez peut-être avoir des actions, etc., etc. Une retraite par capitalisation. Enfin, voilà. Donc, vous allez vous mettre à avoir des intérêts capitalistes, c'est-à-dire à être du côté de ceux qui font bosser des gens et qui, du fait qu'ils ont une propriété privée lucrative qu'ils ont pu s'acheter, tirent de l'argent du travail des autres. Là, quand on parle des cadres, en se mettant du côté du revenu, alors ils peuvent être à la fois, là quand on parle des cadres, en fait les cadres ont besoin de travailler pour vivre. Alors encore une fois, quand ils ont des très hauts revenus, ils peuvent aussi avoir de la propriété privée lucrative à côté, mais leur activité dans le mode de production, c'est une activité prolétaire en réalité. Prolétaire ne veut pas dire pauvre, d'accord ? Prolétaire veut dire que c'est votre travail qui vous fait vivre. C'est pas le fait d'avoir acheté un truc qui vous rapporte de la thune sans que vous fassiez rien, du simple fait que vous êtes propriétaire, que vous l'avez acheté. Des actions en bourse, un appart que vous louez, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que nous, notre take, c'est de dire il faut qu'on parle de salariat généralisé parce qu'il faut que Nicolas comprenne que son intérêt, en fait, est le même que les ouvriers, les employés, etc. Et que celui qui le nique, Nicolas, c'est pas les ouvriers, les employés, c'est pas les gens qui, du fait de l'organisation validiste du travail, sont à l'allocation adulte handicapé et ne peuvent pas travailler. Ce ne sont pas les gens qui sont au RSA, ce ne sont pas les gens qui sont en congé parental, ce ne sont pas les gens qui sont en arrêt de travail, ce ne sont pas ces gens-là qui font chier Nicolas. Ce qui fait chier Nicolas, ce sont ses patrons qui lui extorquent sa force de travail pour se faire de la thune et qui en plus lui empêchent d'avoir du pouvoir sur son travail, du pouvoir décisionnel, etc., etc. et qui sont ceux qui contractent ses revenus depuis 30 ans. Exactement. Donc Nicolas, je finis justement sur les conditions de travail. Les cadres disent travailler beaucoup plus le soir, mais travaillent jamais la nuit. Les ouvriers qualifiés travaillent peut-être pas le soir, mais ils travaillent la nuit. Et le soir, quand ils disent le soir, un ouvrier qui travaille en 2-8 finit à 21h, donc lui il est sur la ligne à 21h. Le cadre, lui, il répond à des mails en regardant Netflix quoi, dans son canapé. Quoi. C'est pas tout à fait pareil. Donc on finit là-dessus. Très bonne conclusion. Effectivement, notre texte, c'est de dire oui, il y a une crise des cadres, mais elle est due justement à l'exploitation, à la baisse tendancielle du taux de profit. On l'a vu, on va résumer là-dessus, on va finir sur celui-là avant de passer au graphique. Justement, les ouvriers ont tellement baissé, ont été tellement compressés qu'on ne peut plus réduire leur salaire. On l'a vu justement dans l'évolution de leur salaire, de l'inflation, etc. Maintenant, on va s'attaquer à la masse des cadres, d'abord en les multipliant et ensuite en compressant leur salaire. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et pareil, vous voyez, si on veut faire deux courbes en parallèle, les employés qui ont beaucoup cru sont en train de décroître au profit des professions intermédiaires qui sont en train de les remplacer justement parce qu'ils vont avoir cette plus grande autonomie tout en faisant baisser leur salaire. Voilà. Donc là, on est face à l'exploitation, la baisse tendancielle du taux de profit et au fait qu'effectivement, le capitalisme
s'attaque à toi maintenant, Nicolas. Voilà. Donc, Tu Zoé peux l'a bien préciser résumé. ce que c'est qu'une profession intermédiaire là dans ce truc, Chris? Profession Donne des intermédiaire, ça exemples. va être un technicien, ce qu'on appelle un agent de maîtrise. Les infirmières sont des professions intermédiaires, voilà. Les institutrices sont classées dans les professions intermédiaires alors que les professeurs sont des cadres, voilà. Donc ça, Ouais, un c'est... jour, il faudra parler de ça aussi, hein, entre le Voilà, premier degré et bref, le second degré. exactement. Donc vous voyez, c'est des gens qui sont... Bizarrement, il y a aussi une question de féminisation dans cette histoire. Mais je On ne est veux pas d'accord. spoiler. On pourra faire le détail. Voilà. Toutes ces professions intermédiaires, c'est des gens qui vont vous dire, voilà, les techniciens, des gens qui, et au niveau de diplôme, ça va être inférieur, par exemple, à la licence ou au master, c'est des gens qui vont avoir des BTS, des DUT. Sauf les Voilà. instituts, hein, les C'est ça. instituts ont un master, hein, mais bon, bref. L'éducation nationale, un PB, on fera peut-être un zoom là-dessus. Voilà. À venir. Ok, et donc, maintenant qu'on a vu tout ça, le détail sur les cadres, etc., pourquoi Nicolas est dans sa situation qui ne lui plaît pas, on va pouvoir demander au Saint Graphique tout ce qu'il en pense. Le Saint Graphique, à mon avis, va certainement nous prédire que Nicolas ferait mieux, plutôt que de faire « ouin, 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 il faut payer des cotisations sociales, c'est trop nul, après les gens peuvent se soigner, c'est terrible ». Peut-être que Nicolas aurait beaucoup plus intérêt à prendre une fourche et à aller se battre avec nous sur les barricades pour abattre le capitalisme, car dans le monde communiste, Nicolas le cadre aurait une vie beaucoup plus sympa. Il n'aurait pas à se poser de questions de logement, de santé, de machin, de trucs, tout ça, il n'aurait pas à se poser la question. Et en plus, dans son travail, il aurait la main sur l'appareil de production, la main sur son travail, la main sur les décisions dans son travail, à égalité avec d'autres gens, et notamment avec les ouvriers qui travaillent avec Nicolas, et les employés, etc. Nicolas serait bien plus heureux sous le communisme et le Saint Graphique va lui expliquer pourquoi. Tout à fait. Et spoiler alerte, peut-être même que notre ami Charles Consigny, il comprend pas ce que font les Nicolas. Donc là, ce qu'on va regarder, on va demander au Saint Graphique de nous dire « Mais pour qui votent donc les Nicolas ?» Le voici, Philippe le Cousteau. voilà. Vous aviez ce que vous attendiez, votre Docteur Zoé préféré et le Saint Graphique, enfin réunis. Dont je suis la Vestale, hein, je vous rappelle. Voilà, c'est ça. Donc, le Saint Graphique. Alors là, donc, vous voyez, la particularité de ce graphique ici, c'est qu'on n'a pris que les cadres. Donc, rappel rapide, sur l'axe vertical, l'axe désordonné, vous avez la place, on va dire, dans le niveau de décision, le niveau de diplôme, etc. Plus vous êtes en haut, plus vous êtes décisionnaire, diplômé et tout ça. Plus vous êtes en bas, moins vous êtes décisionnaire, diplômé, etc. Sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, vous avez le niveau de capital. Donc, est-ce que vous êtes plus ou moins exploiteur ou exploité? Ou propriétaire ou non propriétaire. C'est les, Voilà, c'est les exactement. deux infos qui font le ranking. Voilà. Voilà. Et donc, là, on n'a pris que les cadres. Et donc, vous voyez, on reprend la manière dont les votes étaient dispatchés au moment de la présidentielle 2017. D'accord? Et la taille des losanges détermine la proportion du vote. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, c'est que Fillon et Mélenchon, le vote était équivalent. Il y a autant de cadres en 2017 qui ont voté Mélenchon que de cadres qui ont voté Fillon. Et puis ensuite, pour la suite, je vais vous laisser avec Chris, premier apôtre du Saint Graphique, vous analysez ce que veut nous dire ce graphique. Exactement. Donc, ce qui est... tout à fait, c'était parfait. Donc, pour préciser à notre ami Consigny, déjà, c'est Nicolas, là, c'est cadre. Hein. On considère qu'il y a quand même la majorité des Nicolas sont des cadres. Hein. Donc, déjà, ils s'abstiennent à 21%. C'est déjà pas mal, c'est intéressant. Et vous voyez, sur le rapport droite-gauche, vraiment le rapport droite-gauche, tu viens de le dire, Mélenchon et Fillon, ça, on est vraiment sur le droite-gauche du graphique, là. Hein. Tu as vu, c'est assez significatif. Ils se dispatchent autant chez Mélenchon que chez Fillon. Donc déjà, on va dire la conscience en termes de masse des Nicolas est un petit peu plus fine sur leurs oppressions que celle de Consigny. Parce que Consigny, dans le graphique, il navigue par là, lui. Hein. Il... Libéral, machin, voilà. Et à mon avis... Il y a des Nicolas qui ont compris que leur intérêt n'était pas celui de Charles Consigny. C'est ça, exactement. Et je pense, je peux peut-être pas faire une grosse prévision. Je sais que je fais des prédictions qui sont souvent bonnes, mais à mon avis, si on demande à Consigny pour qui il a voté, je pense qu'il a voté Fillon. Donc par contre, ce qu'on voit qui est très intéressant dans cette masse de cadres, c'est qu'on voit qu'ils ont... C'est normal la crise de 2017, avant la mobilisation.
On voit qu'ils ont vraiment cru, et c'était logique, hein, dans le Ouais, macronisme. ils ont voté massivement Macron. Voilà, Quoi. dans l'espèce de vision un peu technicienne, l'idéologie, la droite, la gauche, les idées, machin, c'est pas bien, ce qu'il faut c'est être pragmatique, etc. Et je rappelle, c'est le Macron de 2017, là, hein, c'est le Macron a priori moins autoritaire, libéral, etc. Donc c'était vraiment quelque chose sur lequel il pouvait capter. Il y a un petit satellite de Macron, là, Benoît Hamon, on voit, hein, c'est le duel à gauche, hein, entre les reliquats. Voilà. Ils sont combien en pourcentage à voter Hamon ? Ils sont 6,72. Ouais, donc c'est un petit peu au-dessus de son score, donc c'est un petit peu plus que la moyenne des Français. C'est ça. Donc 6% de... c'est même en proportion de nombre de cadres, c'est pour ça qu'il est très haut dans le graphique, là, dans sa position. Il a beaucoup trop de cadres par rapport à ce qu'est une position normale, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, d'un le candidat de gauche. barycentre, voilà, il est plutôt par là, quoi. Voilà. Ok. Et Mélenchon en capte, mais il est dans cet espace-là parce qu'il a quand même en parallèle beaucoup d'ouvriers. Et Marine Le Pen, en fait, très peu moins... de cadres. Ouais, elle fait 11% chez les cadres. Voilà, d'où le fait qu'elle soit placée là. À la fin, vous retrouvez la logique du graphique. Vous pouvez pas avoir un très gros point de cadre ici, parce que sinon vous seriez c'est déplacé. Ok. Voilà. Donc ça, c'est 2017. Donc vraiment Macron, le fer de lance des cadres, mais quand même 20% de cadres qui vont quand même chez Jean-Luc Mélenchon, quoi. 15%. Si on... Oui, j'ai 15%. Alors, avec l'abstention, ça ferait 20%. Ouais. Exactement. Okay. Et donc là, on va regarder le premier tour de 2022, voir un petit peu les évolutions qu'il y a eu, comment ça a changé. Donc là, toujours pareil, hein, c'est le graphique avec les positions générales des candidats. Mais là, on se centre sur le vote des cadres et donc c'est la taille du losange ou du cercle qui représente la proportion qui ont voté pour. Alors vas-y, mon Chris, explique-nous, fais-nous l'exégèse du dessin graphique de 2022 des cadres. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que par rapport à 2017, notre ami Macron a toujours quand même une bonne proportion de cadres, autour de 25%, ça n'a pas trop baissé. Mais ce qui est drôle, c'est de se dire d'où ils viennent ces cadres-là. Vous voyez, à l'époque, il avait 25% pendant qu'il y avait 15% chez Fillon. Et là, il n'y a plus que 4% chez Pécresse et 3% chez Zemmour. Donc, proportionnellement, dans l'espace de droite, les cadres sont partis. Les cadres votent moins à droite en 2022 qu'en 2017. C'est bizarre quand même pour nos droitards qui pensent à Nicolas. Les cadres de droite se mettent à voter Macron. Voilà. Et ceux qui votaient Macron avant se déportent ailleurs. Donc, et là, ce qu'on voit, la vraie différence, c'est que là, on ne voit plus du tout d'égalité entre le candidat de droite, c'est-à-dire Pécresse, exactement, et Mélenchon. Je vous rappelle qu'en 2017, ça faisait 15 et 15. Et là, on est à 20 côté Mélenchon. Donc, ça a nettement augmenté par rapport à 15. Alors que Pécresse, on est autour de 5. Mélenchon a augmenté de 30% son nombre de cadres. Hein. On voit, il y a des satellites, un peu Roussel, qui a beaucoup de cadres, disproportionnés. Jadot, toujours pareil, comme Hamon. C'est vraiment un vote de Nicolas, progressiste bobo, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Nicolas Quinoa, quoi. Ouais. Je vois. Catégorie très précise. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est passé de 21 à 26. Voilà. Donc les Nicolas en ont ras-le-bol. Et les discours de Consigny sur la droite, le libéralisme, ça n'a pas l'air de les convaincre. Hein. Voilà. Donc ils ont plutôt l'air de partir à gauche. Donc ils cherchent des solutions de gauche. Donc il y a Roussel, il y a Jadot et il y a Mélenchon qui augmente. Et toujours pareil, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen n'arrive pas à progresser du tout dans cette catégorie. Ça va être un enjeu pour elle de remonter par là. On l'a vu avec Bardella, mais à mon avis, Retailleau va lui faire un petit peu de problème. Mais donc, ce qu'on voit, c'est une gauchisation des cadres, une gauchisation des Nicolas. Voilà. Donc, effectivement, la crise révolutionnaire dont on est parti, promis par notre Consigny sur les Nicolas, on va dire avec Zoé, en conclusion, oui, on est d'accord, mais pas dans le sens que tu l'espères, Charles. Voilà. Nous, on considère avec, et on va peut-être conclure là-dessus, que effectivement les cadres, en se prolétarisant de plus en plus, en comprenant que leurs conditions de travail sont décidées par le capital, par leurs supérieurs hiérarchiques, et non pas par l'État qui leur fait des cotisations, d'autant plus que les cadres,
plus ils vont avoir un salaire pressuré, hein, plus l'assurance maladie et le collectif va être intéressant pour eux, parce qu'ils auront de moins en moins les moyens de se payer des grosses mutuelles ou de se payer des grosses prévoyances, quoi. Donc plus ils vont être pressurés, plus ils vont se rendre compte que le collectif c'est intéressant, plus ils vont se rendre compte qu'ils vivent les mêmes conditions de travail que les ouvriers employés desquels ils étaient détachés ces 20 dernières années, et donc effectivement ils vont vouloir un petit peu reprendre la main, et surtout les jeunes, les femmes, de dire... et tu parlais aussi des gens racisés, il y a 3 niveaux d'incompréhension quand on est cadre, c'est on est jeune, je viens de faire des diplômes, passer 5 ans en précarité, on connaît les niveaux de, voilà, pour finalement avoir 10% de plus, 15% de plus que le SMIC, ça va pas tenir, voilà. 2, les femmes, de dire mais à quel moment, parce que j'ai fait des études, que j'ai des postes d'encadrement, que j'ai des prérogatives, on me dit que je dois abandonner ma carrière parce que je dois faire des enfants, je pourrais pas la reprendre, que je peux pas avoir l'augmentation, etc. Donc ça tient pas. Et ensuite, tu disais aussi les nouvelles populations, la nouvelle France, comme dit Mélenchon, de dire mais attendez, moi j'ai fait les études, je me suis intégré à la société, j'ai des niveaux de diplôme, etc. Et on vient me donner que des postes de subalternes dans les milieux de cadre. Donc là, on a le croisement de tout un tas de sujets révolutionnaires, de gens qui vivent des discriminations systémiques hors de la classe, qui se croisent avec cette classe-là et qui est potentiellement révolutionnaire. Donc les cadres, comme Nicolas là, il y a des Nicolas dans le tas, mais en fait c'est les Nicolas, Mohamed, Caroline de 35 ans qui vont être la classe révolutionnaire au sein des cadres pour justement remettre en question l'appareil productif. Les Nicolas réactionnaires dont parle Consigny, dont parle la droite, ils sont chez Pécresse, ils sont chez Zemmour, ils pèsent rien, et notre tâche c'est de faire en sorte de donner un débouché au premier groupe progressiste, leur redonner un vrai pouvoir, une vraie utilité dans la société, les mettre sous contrôle des ouvriers pour qu'ils aient quand même un intérêt à la collectivité, et c'est ce que le programme de la France Insoumise doit faire, c'est-à-dire faire en sorte de relancer la machine pour que l'intégralité du salariat trouve des débouchés progressifs. Exactement. Et pour conclure, c'est toute la puissance en fait de l'outil du graphique à nos yeux, d'essayer de comprendre comment orienter le programme pour porter un projet de société qui nous va. Alors nous, on est communistes, hein, donc vous imaginez bien qu'on a envie de le tirer bien plus à gauche, mais c'est aussi qu'on est persuadé que la manière dont on voit les choses est une manière qui sera beaucoup plus efficace, tant sur le plan de la réalisation politique que sur le plan d'aller chercher des gens pour les amener vers ce projet. Et on vous l'a dit plusieurs fois, mais nous, on pense que dans le fait que LFI doit gauchiser son programme pour ne pas être récupérable par le bloc de centre-gauche, Glucksmann, PS, etc., et pour aller vraiment parler à des catégories qui sont en train de partir vers l'abstention, sont dans des dynamiques où le fonctionnement actuel ne leur convient pas et donc sont enclines à vouloir aller vers des solutions qui sont des solutions révolutionnaires. Nous, on l'a déjà dit, c'est des choses qui parlent à la fois à ces cadres en cours de déclassement et au cœur électoral de la gauche, ouvriers, employés, bref, le prolétariat généralisé sous toutes ses formes, des cadres aux ouvriers, aux privés d'emploi, etc. 32 heures. C'est les 32 heures. C'est-à-dire réduire le temps de travail, offrir comme autre perspective de vie le fait de gna passer de 8h du mat à 22h au taf, etc. Et ça marche pour plein de gens. Je vous donne souvent l'exemple de la mutation qu'il y a en médecine, mais ça marche pour plein d'autres types de professions, intello, supérieur, etc. etc. L'accès à la propriété, parce que des jeunes cadres à la propriété du logement, c'est-à-dire qu'avoir comme seule politique de logement de dire il faut des logements sociaux, il faut des logements sociaux, il faut des logements sociaux. Alors, dans l'absolu, là, tout de suite, il y a une urgence absolue de logement pour plein de gens, donc on comprend pourquoi ça, mais ça fait rêver personne d'avoir accès à un logement social. Ça ne fait rêver personne. Et pas que les cadres, d'ailleurs, hein, aussi les employés, les ouvriers, enfin moi, les gens chez moi, ça ne fait pas rêver l'histoire de dire ouais, dans le village, on va construire des logements sociaux et tout. En fait, les gens, ils ont envie d'avoir accès à la propriété de leur logement principal. Je ne vous parle pas de propriété privée lucrative immobilière où vous avez 5 apparts que vous mettez à location et tout. Être propriétaire de votre appart ou de votre maison, de votre logement où vous vivez. Et donc ça passe par une banque d'État, des prêts à taux zéro immobilier, bref, relancer les salaires, etc. Parce qu'aujourd'hui, même les cadres déclassés dans les grandes villes n'ont pas accès à la propriété immobilière. Et ça, c'est des trucs qui parlent aux gens. Et ça, c'est des trucs qui changent la vie. Et derrière, on peut aller, bien sûr, parler d'expropriation des multipropriétaires et tout ça, évidemment, quoi. Je précise que justement, cette réflexion sur la propriété, c'est une réflexion léniniste. Oui. Les cadres sont une partie de la classe révolutionnaire, comme les paysans l'étaient. L'idée, c'est justement, comme Lénine, des petits paysans en crise à distribuer la terre aux paysans. Il faut distribuer la propriété de logements principaux. Et c'est ce qui tuera les bailleurs, c'est ce qui tuera la surconcentration des propriétaires, etc. C'est de faire en sorte que plus personne ne soit obligé d'aller louer à des bailleurs privés, etc. Donc ça, c'est vraiment une mesure centrale léniniste, c'est-à-dire
distribuer la propriété de l'immobilier aux gens qui ont usage de ces moyens immobiliers. Les gens qui ont un usage quotidien, c'est-à-dire qui vivent dans des maisons, doivent être propriétaires de ces maisons. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur moyen de faire adhérer le salariat généralisé dans toutes ses composantes et de tuer les propriétaires qui surconcentrent la propriété de la location, du Airbnb, etc. Exactement. Donc, on vous disait les 32 heures, l'accès à la propriété du logement principal. Et dernière chose, c'est des choses de l'organisation du travail, de pouvoir reprendre l'appareil de production aux capitalistes qui le gèrent en plus extrêmement mal, et de proposer aux personnes qui travaillent de reprendre eux-mêmes le pouvoir décisionnel sur ce qui se passe dans leur entreprise, dans leur collectif de travail. Ça marche aussi bien pour les cadres que pour les employés, les ouvriers, etc. C'est-à-dire redonner du pouvoir sur le travail aux gens qui bossent, aux gens qui travaillent, pas aux capitalistes qui font de la thune dessus. Et je vous assure qu'il y a plein de cadres de grandes entreprises qui voient très bien que quand leurs actionnaires leur demandent des taux de rentabilité de 12, 14, 16%, je vous parlais de cette grosse cadre commerciale dans le textile que je connaissais, elle se retrouve avec des situations comme ça, avec des actionnaires qui leur demandent des taux de rentabilité qui sont délirants, c'est-à-dire qui ne sont pas tenables pour une entreprise. Et elle, je vous parle d'une femme qui n'est pas une grande marxiste, mais qui se rend bien compte de ce problème-là. Et là, c'est à nous, la gauche et la gauche radicale, d'aller proposer un projet en face et d'aller proposer vraiment un projet, notamment sur le travail, de réappropriation du travail par les travailleurs, tous les travailleurs. Et puis ensuite, il faudra rediscuter aussi, mais on n'en a pas beaucoup parlé là, mais du fait de se partager les tâches pénibles, évidemment. Et je pense que les Nicolas, les Caroline, les Mohamed, etc., qui sont dans ces cadres déclassés, ça les fait beaucoup plus rêver de se dire « je vais pouvoir avoir la main sur mon travail, je ne vais pas obligé de me pressurer pour rémunérer un actionnaire, je vais travailler moi, on va plus se partager des tâches. » Et il y aura peut-être une partie de mon temps qui sera dévolue à faire des tâches pénibles qu'on se partage tous ensemble. C'est-à-dire, c'est pas toujours le même mec qui se tape à se lever à 5h du mat pour nettoyer les bureaux. Ça, c'est des projets de société qui sont des vrais projets révolutionnaires, mais qui peuvent faire rêver les gens si on les présente comme ils doivent l'être et comme une solution aux problèmes qui sont créés actuellement par la crise. Chris, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin ? Je vais finir en disant que, si vous voulez, mais on en reparlera, il y a des livres qui sont très intéressants comme La Grande Bifurcation des Travaux, on en a déjà parlé, de Duménil et Lévy, qui sont des marxistes qui font de l'actualisation de la liste des classes et qui ont théorisé justement les phases du capitalisme en fonction des trois classes, c'est-à-dire les ouvriers, les propriétaires classiques dans le monde de la production et les cadres aujourd'hui. Des gens comme Alain Beer travaillent dessus, des gens comme Eric Olin Wright aux États-Unis travaillent dessus, etc. Comme une troisième classe. Et Duménil et Lévy montrent qu'une bifurcation est possible parce que le néolibéralisme est l'alliance des cadres avec les propriétaires contre le prolétariat. Et ce que Duménil et Lévy montrent, c'est qu'il y a une possibilité de changer cette alliance, c'est-à-dire de faire une alliance des cadres avec le prolétariat contre les propriétaires des moyens de production. C'est vers ça qu'on doit aller. Et donc, le groupe des Nicolas, Caroline, Malika et Mohamed, cadres, Nouvelle-France, diplômés, etc., eux, il faut leur montrer que leurs intérêts sont dans l'alliance avec le prolétariat et la transformation du système capitaliste. Exactement. Bon, sur ce, les amis, il nous reste à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, de vous abonner aux chaînes personnelles de Padu, de moi, d'aller lire la revue Position Revue qui est en ligne. Il y a un article récemment qui est sorti sur Train du Tao qu'on vous conseille très fort. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, l'Insta de Position, l'Insta de Padu, pour nous soutenir, pour soutenir tous les projets, notamment le fait que bientôt, alors ça demande du travail, donc on est en cours et tout, mais on est en train de travailler beaucoup sur le graphique pour le mettre en open source, accessible à tout le monde, de manière la plus ergonomique possible et tout ça, pour que tout le monde puisse s'emparer de l'outil, s'en servir, réfléchir en politique à partir de ça. Ça fait partie des nombreux projets qu'on a à la Brèche, notre asso qui regroupe tous ces gens dont je viens de parler juste avant. Si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez le faire sur le Tipeee. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, on lâche rien, sortez les fourches, les Nicolas, et salut. Salut.